Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Comme chaque premier lundi du mois, on va revenir sur tous les produits qui ont été annoncés le mois dernier, donc au mois de janvier. Et au mois de janvier, il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a eu le CES 2024, donc le Consumer Electronic Show qui a lieu chaque année en janvier à Las Vegas et où sont annoncés tout un tas de produits. Donc là, on va dire que c'est une édition un petit peu spéciale parce que on va dire que 3/4 des produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, ils ont été annoncés pour le CES et on va dire que c'est les produits phares de chacune des marques qui ont été annoncés ou alors qui ont été lancés. Donc bon, je vais vous présumer tout ça, je vous mets les sources de tous les articles qu'on va voir dans cette vidéo, tout ça c'est dans la description de la vidéo. Donc si jamais il y a un article où vous voulez un petit peu plus d'infos, des choses comme ça, et où vous voulez revenir sur l'article pour le lire en entier, voilà, faites un petit tour dans la description et vous avez toutes les infos parce que là vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits, donc on va devoir faire assez rapidement si vous voulez pas vous taper une vidéo de 2 heures. Bon, je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et puis juste après on enchaîne avec toutes les annonces de produits. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, on va commencer déjà. La première chose importante, c'est qu'on a eu 4 cartes graphiques qui ont été annoncées au mois de janvier. Donc la première, c'est celle-ci, c'est la RTX 4070 Super, donc il y a 3 cartes Nvidia et une carte AMD. Donc la première, la 4070 Super, je vous ai fait un test sur cette chaîne. Si vous voulez aller voir, je vous donne mon avis complet, mais globalement c'est très positif. On a une carte qui a baissé de prix, et qui a gagné 15% de performance. Donc voilà, très intéressant. On se retrouve avec une carte qui est quasiment aussi performante que, allez, on va dire, elle se trouve entre une 3090, une 6900 XT, parfois même un petit peu au-dessus d'une 3090. Vous voyez qu'on est elle est 3% en dessous, la 3090 en Full HD. Elle est 1% au-dessus, la 3090 en Quad HD. Et en 4K, on se retrouve avec seulement 8% de plus pour la 3090. Donc c'est assez intéressant pour une carte qui au final n'est pas super chère. Les prix des cartes globalement augmentent au fur et à mesure des années, ça on l'a compris, hein, c'est quelque chose qui se passe depuis plus de 15 ans maintenant. La 4070 qui est censée être, on va dire, le haut du milieu de gamme, on se retrouve à des cartes à plus de 600 euros. C'est comme ça maintenant, il faut accepter, c'est la loi du marché. Mais au final, c'est quand même cool parce qu'on a une carte plus puissante qui se retrouve moins chère qui arrive sur le marché. Donc c'est plutôt positif et ça ça rentre en compétition directe avec des cartes comme la 6950 XT, la 6900 XT, la 7900 XT éventuellement. Bon, peut-être pas forcément, mais plutôt la 7800 XT. Vous voyez qu'elle est 7% plus performante. La 7800 XT est 7% moins performante en 4K, 7% moins performance en Quad HD et 8% moins performante en Full HD. Donc voilà, assez intéressant. Si les prix d'NVIDIA redeviennent compétitifs face à AMD, c'est positif parce que les prix d'AMD vont baisser. Et puis, vous aussi, ceux qui veulent absolument acheter des cartes Nvidia, c'est plus intéressant pour vous en termes de rapport performance-prix. La deuxième carte annoncée, c'est la 4070 Ti. Celle-ci, comme je vous l'avais dit, pareil, je vous ai fait un test dédié sur la chaîne. Celle-ci, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à plus vis-à-vis des annonces Nvidia, parce que cette carte, on retrouve une puce de 4080 dedans et on a autant de mémoire avec la mémoire aussi rapide que dans la 4080. Donc je m'attendais à ce que ce soit très proche d'une 4080 en termes de performance. Au final, on voit que la 4080, elle est 11% plus performant
en Full HD, 14% plus performante en Quad HD et elle est 18% plus performante en 4K. Donc on est quand même bien loin d'une 4080. L'avantage quand même, c'est que la carte est... Bon, elle reste chère, hein, c'est une carte à 880 euros. Mais au final, on a quand même un gain de rapport performance-prix, même s'il est quand même très très faible, hein. On voit que la 4070 Ti en Full HD est 4% en dessous, elle est 5% en dessous en Quad HD, et en 4K, elle est 8% en dessous. Donc on a un gain de performance pour une carte qui se retrouve au même prix. Le truc, c'est que la 4070 Ti, on arrivait à la retrouver moins chère de temps en temps quand il y avait des promos. Là, la 4070 Ti Super, vu qu'elle vient d'être lancée, à mon avis, elle va rester au prix MSRP pendant un certain temps. Donc ça, je suis quand même un petit peu mitigé sur la 4070 Ti Super. Et la 4080 Super, je vous ai pas fait de vidéo dédiée, désolé, j'ai pas eu le temps, mais c'était la grosse déception, la 4080 Super. En gros, on a une carte qui est... elle est 1% au-dessus d'une 4080. Autant vous dire, c'est quasi l'équivalent d'une 4080. Prenez une 4080, vous lui augmentez son power limit avec MSI Afterburner, vous défoncez une 4080 Super, hein. Donc on est vraiment 1% de différence seulement entre les deux. Donc autant vous dire, la 4080 Super, c'est même pas au niveau d'une 7900 XTX. L'avantage quand même, c'est que le prix a baissé. On est à 1109 euros en prix MSRP pour la 4080 Super, ce qui en soi est correct parce qu'avant on était beaucoup plus élevé pour une 4080 classique. Et on a une carte qui est légèrement plus performante. Donc on gagne en rapport performance-prix pour ceux qui étaient team Nvidia, mais ça reste une carte qui reste toujours moins intéressante que ce qu'on a chez la concurrence côté AMD avec la 7900 XTX ou avec la 7900 XT, bon, qui est quand même 8-9% en dessous, hein, d'une 4080 Super. Mais face à la 7900 XTX, elle est moins chère et elle est plus performante de quelques pourcents. Vous voyez, 1% de plus en Full HD, 3% en Quad HD et 4% en 4K. Donc voilà, donc au final 4070 Super, très très bien, 4070 Ti Super, un peu moins bien, 4080 Super, je vous recommande pas du tout. Voilà pour résumer les 3 cartes Nvidia. On a aussi une carte qui a été annoncée chez AMD, la RX 7600 XT. Moi j'espérais qu'elle soit quasi au même niveau qu'une 6700 XT. C'est ce qu'on aurait dû avoir, suivant la logique normalement. Et au final, on se retrouve à une carte qui est beaucoup moins performante. Regardez, en Full HD, elle est 12% moins performante qu'une 6700 XT. Et elle est à peine, en gros, elle est un tout petit peu plus performante qu'une 7600. La 7600 est 8% moins perf en Full HD. Mais bon, on n'en est pas très très loin, quoi. On va dire qu'on se trouve voilà, entre une 4060 et une 3060 Ti. Donc c'est pas foufou. Elle est aussi 15% moins perf qu'une 6700 XT en Quad HD. Et face à une 6700 XT en 4K, elle est 14% moins performante. Donc autant vous dire, on a une carte qui au final se retrouve quasiment au niveau d'une 7600. Elle est à peine 10% au-dessus, sauf en 4K. Mais clairement, voilà, c'est pas la révolution, c'est pas incroyable en termes de rapport perf-prix. Je m'attendais à un petit peu mieux. Je suis pas autant déçu par cette carte que par la 4080 Super, mais on va dire que c'est pas foufou. Ça reste ok pour des tarifs Nvidia, mais c'est pas la grande nouvelle non plus. Je vais pas vous dire achetez absolument cette carte, elle est super intéressante. Pour moi, ça reste dans la lignée des cartes qu'on avait avec Nvidia jusqu'à maintenant. Et pour moi, peut-être une 6700 XT reste quand même plus intéressante actuellement. Et c'est dommage quand on doit se dire que les générations d'avant sont plus intéressantes. Petite info juste concernant les cartes Nvidia, il y a une petite info qui est passée, les 4070 Ti Super, ceux qui veulent se faire un PC avec un water cooling custom, sachez qu'une grande partie des waterblock Alpha Cool qui allaient sur les cartes 4070 Ti fonctionnent aussi sur la 4070 Ti Super. Alors pas tous, hein, mais vous avez le détail, dans tous les cas je vous mets le lien dans la description, mais vous voyez par exemple si vous avez une ROG Strix, bah, le waterblock de la 4070 Ti classique, il va sur la TI Super. Pareil sur la Eagle OC, le modèle Eagle OC. Pareil sur le modèle Tough Gaming. Donc voilà, vous avez pas mal de modèles où ça fonctionne. Je vous laisserai aller voir les compatibilités. Pareil pour le modèle Founders Edition. Donc c'est plutôt cool. Si jamais, souvent quand des nouvelles cartes sortent, il faut attendre des fois 2 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir des waterblocks qui vont dessus et se faire un water cooling custom. Là, on a déjà des waterblocks qui sont dispo.
Donc ça, c'est le point positif. On enchaîne maintenant avec les grosses news du CES. On commence tout de suite. Ah non, juste un petit détail que j'ai failli oublier. Je vous avais dit les prix ils allaient baisser quand la 4070 Ti Super est sortie. Je vous avais dit, regardez, on se retrouve avec une carte qui se retrouve quasiment au même prix qu'une 7900 XT pour les mêmes perfs. Du coup, l'avantage d'NVIDIA, c'est que eux, ils ont des technologies qui fonctionnent vraiment super bien. Le DLSS, ça marche bien. Ils ont NVIDIA Reflex. Bon, ça concerne juste les joueurs compétitifs, mais c'est quand même intéressant. Le ray tracing fonctionne mieux sur les cartes NVIDIA aussi. Tant qu'on n'a pas du FSR3 un peu partout, c'est un peu compliqué niveau techno pour AMD. Du coup, je vous avais dit, ça va obliger AMD, s'ils veulent rester compétitifs et qu'il y a un intérêt pour prendre leur 7900 XT, à baisser les prix. Donc c'est le cas, ça a déjà commencé, il y a des promos exceptionnels, mais qui, je pense, deviendront des prix définitifs. Là, on voit, alors les prix qu'on nous annonce, c'est des prix genre aux États-Unis. Hein, donc, du coup, c'est pas les prix que nous, on va avoir, mais on voit du 709 $, 729, 739, etc. En plus, sur des bons modèles. Pour info, si vous allez sur pccomponentes.fr, donc c'est la version française du site espagnol PC Componentes, vous pouvez trouver la XFX en 7900 XT, qu'on trouve habituellement à 849 € sur Amazon, ce qui est déjà un très bon prix. Là maintenant, on la trouve à 790 €, il me semble de mémoire, ce qui est un prix ultra intéressant et ce qui du coup la rend de nouveau plus intéressante que la 4070 Ti Super. Donc voilà, c'est plutôt cool, bonne nouvelle, les prix baissent et au final c'était logique, hein, ils étaient un peu obligés de baisser les prix pour rester compétitifs face à AMD. Donc à côté de ça, on a eu aussi les processeurs Intel qui ont été annoncés au mois de janvier. On a donc les processeurs non K. Ils nous avaient annoncé déjà les processeurs K, donc ceux où le nom termine par un K, ça veut dire qu'ils sont overclockables. Et ceux qui ne sont pas avec un K ne sont pas overclockables. Donc on a 18 modèles. Alors 18, ça peut vous paraître beaucoup, mais vous verrez qu'il y a des modèles un peu spécifiques. Vous avez le 13900, le 14900, donc le i9. Vous avez le 14900F, donc les processeurs qui ont un F, c'est les versions qui n'ont pas de partie graphique. Donc si vous avez un PC et que vous avez une carte graphique dedans, la carte graphique gère tout ce qui est affichage. Vous pouvez prendre un processeur F parce que vous n'avez pas besoin de la partie graphique du processeur pour gérer l'affichage. Et en général, ça fait économiser 20, 30, même parfois 40 €. Donc ça peut être intéressant. Et les processeurs T, c'est spécial, c'est une très très faible consommation, etc. Donc on a eu aussi le i7 en 14700, 14700F, 14700T, le i5 avec le 14600, le 14500 qui je pense va être très intéressant pour faire des configs pour pas trop cher, regardez 263 €. Et vous verrez dans les tests qu'on se retrouve avec des très très bonnes perfs en gaming, donc ça peut être intéressant. On a le 14400, 14400F, celui-ci on l'aura pas en France. Ensuite on a le 14400T, le 14100, donc le petit i3 là qui est là aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant, vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir le détail avec les fréquences, le nombre de cœurs, de threads, le cache, le TDP, etc. et les prix. Mais voilà, c'est plutôt cool, les nouveaux processeurs en 14e gen sont arrivés. À côté de ça, on a une autre annonce qui a été faite côté AMD pour des processeurs. C'est les Ryzen 8000G. Donc là, c'est des processeurs où vous avez une partie graphique qui est plus puissante que ce qu'il y a sur les Ryzen 7000. Alors, ils nous ont mis des petits tableaux de benchmark. Alors, de manière générale, AMD, ils nous arnaquent pas trop sur les tableaux de benchmark, donc on peut leur faire confiance, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des tests indépendants. Mais vous voyez qu'en termes de performance, on arrive à avoir du 60 FPS sur pas mal de jeux, monter même à plus de 100 FPS sur d'autres jeux. Je vous laisse quand même regarder le petit détail qui est affiché en bas du tableau. Vous avez average framerate, donc le nombre d'images par seconde en moyenne, en 1080p, avec le jeu en low. Donc là, c'est vraiment quand vous jouez en low. Donc il faut bien garder en tête que ces processeurs-là, qui ont une partie graphique qui est certes plus puissante que ce qu'on a habituellement dedans,
ça fera pas aussi bien qu'une carte graphique, même entrée de gamme, que vous mettrez dans votre PC. Vous aurez peut-être, je sais pas, là je vous donne un exemple, je sais pas du tout si c'est le cas, mais vous aurez peut-être les perfs d'une 6500 XT. Mais ça reste de l'ultra entrée de gamme. Et je vous dis ça, mais ça se trouve, on n'atteint même pas les perfs d'une 6500 XT. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont un très petit budget, qui veulent se faire un petit PC avec juste processeur, RAM, carte mère, une alim et un boîtier, pas de carte graphique parce qu'ils veulent attendre plus tard pour acheter une grosse carte graphique. Là, ça peut être intéressant. C'est quelque chose que je proposais de temps en temps quand on était en confinement et qu'on avait des pénuries de cartes graphiques. Là, ça pouvait être intéressant. Je pense qu'il faudrait faire des tests dédiés. Dites-moi si ça peut vous intéresser que j'en commande et que je fasse des tests graphiques dessus pour voir les performances en jeu. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça donne une solution assez économique pour ceux qui voudraient se faire un PC sans mettre une carte graphique et du coup en ayant un budget très très faible pour se faire pour jouer. Alors on voit qu'on a du 110 FPS sur GTA 5 en lot, c'est pas mal, ça veut dire que si on joue en moyen, on peut espérer avoir du 60-70 FPS. Et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout les jeunes, qui veulent faire du GTA RP. Ils n'ont pas forcément besoin de jouer en ultra, etc. Ils peuvent jouer en moyen ou en low. Et c'est vrai qu'avec ça, ça permet de se faire une petite config qui permet de faire tourner GTA RP. Pas besoin forcément de mettre une carte graphique, vu que la puce graphique intégrée au processeur reste plus puissante que la moyenne. Donc voilà, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on a un tableau intéressant qui compare ça à un i7. Regardez, le 14700K, parce que les processeurs Intel, qui n'ont pas un F à la fin de leur nom, ont tous une partie graphique. Et donc là, on peut comparer, on peut voir que, par exemple, les processeurs, le 8600G et le 8700G, par exemple sur Hitman 3, c'est 4 fois plus d'FPS. Alors, on est toujours en low, hein, on est toujours en très faible au niveau des détails, mais c'est quand même intéressant de se dire, voilà, sur Hitman 3, 4 fois plus, sur Cyberpunk, entre 2 et 3 fois plus, suivant le processeur que vous prenez. Donc voilà, c'est assez intéressant comme news. Pour moi, ça ne remplacera pas une carte graphique, mais ça reste une solution qui peut être intéressante pour les très très petits budgets. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je les commande. Ce qui peut être intéressant, c'est que je fasse une petite config. Je commande les 4 processeurs, parce que vous avez le 8300G, 8500G, 8600G et le 8700G. Je mets les 4 et ensuite je mets une carte graphique. Genre, je sais pas, une carte graphique entrée de gamme, genre une 6500 XT et une 6600. Et comme ça, on compare les 4 processeurs qui font tourner le jeu à eux tout seuls face à la même chose, mais avec une carte graphique entrée de gamme, et voir si c'est vraiment intéressant et rentable de faire ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça peut être un projet intéressant à faire. Alors, petite chose importante, en ce moment, il y a un événement, un concours de modding qui est organisé par Thermaltake, c'est le Case Mod Invitational Season 1 de 2023. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 à mon accent anglais dans les commentaires, bien sûr. Et on a quelques PC qui ont été présentés. C'est le moment de soutenir un modeur français, les gars. Vous avez Wael Kadri, qui lui a fait un mod que je trouve vraiment super réussi. Alors Wael, c'est lui qui gère le site, ce site-là. Vous voyez, souvent je vous montre quasiment toutes les news intéressantes, je les retrouve moi à chaque fois sur Pause Hardware, et c'est Wael qui gère ce site-là. Alors il a d'autres journalistes qui travaillent avec lui, qui écrivent les articles. Je vais vous montrer un exemple, ça se trouve celui-ci, il n'est pas écrit par Wael. Ah, alors si, mauvais exemple, celui-ci a été écrit par Wael. Mais voilà, donc Wael, c'est un Français, et alors c'est un journaliste hardware, informatique, mais il fait aussi du modding et il fait ça très très bien. Alors je vous montre rapidement les différents moddings qui existent. Alors celui-là je le trouve pas mal, mais peut-être un peu simpliste. Celui-là je suis pas trop fan. Celui de Wael je le trouve vraiment super réussi. C'est un design en gros de rétro d'une pompe essence comme on peut retrouver aux États-Unis. Vous voyez, Route 66. En plus, moi j'adore cet univers-là. Et je trouve le design très réussi. Donc voilà celui de Wael. Celui-ci, je suis pas très très fan. Par contre, celui-là, j'ai bien aimé là. C'est Marco Di Silvestre, qui est italien, qui a fait un mode Super Mario. Et je trouve le mode vraiment super réussi. Celui-ci est pas mal aussi, un peu plus minimaliste, mais je trouve le look assez réussi. Et donc c'est Thermaltake qui organise ça. Donc c'est que avec du matériel Thermaltake qui font tout ça. Mais en tout cas, je trouve que les différents modes proposés sont pas mal. Si jamais vous voulez soutenir Wael, c'est le moment. Vous avez une page où vous pouvez voter pour élire le meilleur modding. Donc n'hésitez pas à faire ça si jamais vous voulez aller le soutenir.
On enchaîne donc avec pas mal d'annonces du CES. On commence avec MSI qui nous annonce pas mal de produits assez intéressants. Alors déjà, première chose, ils ont annoncé toutes leurs cartes RTX 4000, là, les modèles super, qui sont sortis. Attention, si vous achetez, par exemple, si vous achetez la TI Super, faites gaffe parce que la modèle Ventus, la backplate est en plastique. Donc faites attention, il y a des choses qui sont pas parfaites. Mais moi, je voudrais mettre le point sur les modèles MSI Expert. Alors ça, c'est une gamme que je trouve vraiment super intéressante. Structure tout en aluminium, vous voyez, c'est le modèle que vous voyez là au centre. Ça ressemble dans le design un petit peu au style qu'on peut avoir avec les modèles Founders Edition d'NVIDIA. Vous avez un ventilateur là, et puis là, derrière cette plaque-là, vous en avez un autre qui envoie l'air dans l'autre sens. Je trouve le design ultra réussi. La qualité de fabrication est très très bonne. On est sur une structure en aluminium, hein, comme je vous ai dit. Le design, je trouve que ça me rappelle un petit peu les calandres de certaines voitures. Il me semble que c'est certains modèles de Mercedes qui ont ça, mais pas uniquement, il y a d'autres marques aussi qui font ça. Je trouve le design très réussi. De ce que j'ai vu sur les différents articles à droite à gauche, a priori ça refroidit très très bien. Donc on est sur des modèles haut de gamme, hein, de chez MSI. Mais en tout cas, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour le design de ces nouvelles cartes graphiques, et je pense que dans certains builds ça peut s'intégrer et faire quelque chose de très très beau. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ensuite on a une console de chez MSI qui est sortie. Bon, moi j'en ai un peu rien à faire des consoles portables, mobiles, tout ça. Quand je joue, je vais être sur mon PC avec mon écran 240 Hz, Quad HD. J'ai pas envie de jouer sur une console portable. Donc moi je suis pas trop la cible de ça. C'est pour ça que quand il y a eu la console Asus, je ne vous en ai pas parlé. Quand il y a eu la console Steam, je ne vous en ai pas parlé. C'est pas trop mon délire. Mais demandez à Jikyo si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il me semble que lui était intéressé pour tester le modèle d'Asus, pourquoi pas celui de MSI. Et lui, je pense qu'il sera un peu plus friand de jouer en mobile quand il se déplace, etc. Donc voilà. Alors ça, par contre, ça très intéressant. Ça, c'est un truc qui arrive, qui a été annoncé par MSI, mais ça arrive aussi chez Asus. Le projet Zero. Donc c'est comme ça que ça s'appelle chez MSI. Le concept, c'est que, vous voyez, sur les cartes mères, il n'y a plus de connectiques. Les connectiques ARGB, les connectiques CPU fan, CHA fan, etc. Le SATA, l'USB 3, toutes les connectiques façade. Où sont-elles sur cette carte mère ? Eh bien, elles ne sont pas sur la façade, ce qui veut dire que les fils, les câbles, tout ça que vous allez brancher sur la carte mère ne seront pas visibles. Tout se passe à l'arrière de la carte mère. Alors, c'est dommage, ils nous ont pas mis une photo de l'arrière de la carte mère. Mais bon, je vous laisse imaginer, si vous les avez pas là, c'est que c'est derrière. Alors ça, c'est cool, parce que ça va permettre de faire des builds un petit peu plus jolis, sans avoir des câbles qui arrivent par en dessous, qui viennent se repiquer ou par au-dessus, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je valide. Vous voyez qu'on a quand même les câbles CPU fan, mais ils se branchent de l'autre côté, hein. Là, on peut avoir l'impression que ça se branche là, mais c'est à l'arrière, hein, que ça se branche. Mais les emplacements restent les mêmes, c'est juste que tout se passe à l'arrière. Ce qui veut dire que sur la façade, vous allez mettre votre carte graphique, vous allez mettre vos barrettes de RAM, votre water cooling ou votre ventirad, et c'est tout. Tout le reste, ça va se connecter à l'arrière, et c'est plutôt cool. Le petit défaut de tout ça, c'est que c'est pas tous les boîtiers qui vont accepter que vous fassiez ça, parce qu'il y a des boîtiers où vous avez une grande plaque en métal derrière et vous n'allez pas pouvoir faire passer vos câbles. Il vous faudra donc des boîtiers compatibles avec ce nouveau système de connectique à l'arrière. Alors c'est quelque chose de nouveau, mais je pense que ça va se répandre partout, et à terme on n'aura que des cartes mères comme ça. Actuellement, ils nous proposent justement des boîtiers qui sont compatibles avec tout ça. Regardez, vous avez Best Squad Complete. En gros, ils vous disent avec ce boîtier-là, voilà, tu peux faire notre config 100% avec les câbles cachés, etc. Donc on a plusieurs boîtiers qui sont proposés. C'est un petit peu le défaut actuellement de ça, c'est que vous allez avoir moins de choix de boîtiers. Si vous voulez un Lianli O11 XL, eh ben, vous ne pourrez pas partir sur une carte mère comme ça. Donc c'est un peu contraignant, sachant que pour moi, le boîtier, c'est quand même quelque chose de très important pour le refroidissement, l'airflow, tout ça, mais aussi le design, hein. C'est ce qui fait une grande partie du design d'un PC. Et moi, j'aime bien avoir du choix quand je choisis un boîtier. Vous voyez, les boîtiers que j'ai mis derrière moi, ceux-là, je les ai bien choisis. C'est le NZXT H9 Flow, là, les deux, là. Et je voulais spécifiquement ces boîtiers-là, parce que ces boîtiers, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, et je voulais faire mes deux PC pareils
Donc un 100% en blanc, l'autre 100% en rouge. Et je voulais spécifiquement ces boîtiers. Là, si aujourd'hui je veux me faire un build comme ça, sans les câbles, eh ben, je ne peux pas prendre ce boîtier-là. Il faudra que je trouve un boîtier compatible. Donc c'est le petit défaut qu'il y a actuellement avec cette nouvelle fonctionnalité. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici quelques mois, on va voir plein de boîtiers projet 0, compatible projet 0, etc. D'ailleurs, vous allez voir que je vais vous parler d'un boîtier qui a été annoncé. C'est InWin, il me semble, qui a annoncé ça. Et c'est un boîtier compatible avec ça, mais aussi avec le système d'Asus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, sinon, chez MSI, ils ont annoncé des écrans, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail un petit peu après. Vous voyez qu'on a pas mal d'infos sur les différentes tailles. Globalement, on a pas mal d'écrans en OLED. Vous voyez ceux qui sont en 0,03 millisecondes de temps de réponse, c'est-à-dire les 6 premiers là que vous voyez. Voilà, et ensuite l'autre c'est du IPS en mini LED. Mais globalement vous avez une excellente qualité d'image, très très bon contraste, réactivité ultra faible. Et voilà, et puis en termes de taux de rafraîchissement, 144 Hz pour le 49 pouces en 32 neuvième et en dual wide quad HD, pour le 175 Hz pour le deuxième qui est en 21 neuvième et en ultra wide quad HD. Et en 34 pouces. Et ensuite, il y a les 4 suivants. Il y en a 2 en 32 pouces, 4K 240 Hz et 2 en 27 pouces, Quad HD 360 Hz. Et enfin, le dernier qui est en Fast IPS Mini LED. Celui-ci, c'est spécial, c'est un 27 pouces, Quad HD 500 Hz. Ça rigole pas. Donc voilà, assez intéressant aussi niveau écran. Et puis après, on a eu tout un tas de produits qui ont été annoncés. Mais globalement, là, je vous ai résumé le meilleur. On essaiera peut-être de faire un petit focus, un de ces quatre, sur les ventilateurs aussi qu'ils ont annoncés, qui, a priori, sur le papier, ont l'air plutôt performants, silencieux, et je trouve le design plutôt réussi. Donc ça, c'est cool, parce que les ventilateurs, c'est un secteur où on avait du mal à retrouver MSI avec des choses intéressantes. Donc là, ça s'améliore. Et après, ils ont annoncé des water cooling aussi. Je sais pas ce qui leur arrive en ce moment, j'ai l'impression qu'à MSI, tous les 2 mois, ils sortent un nouveau water cooling. On n'a même pas encore eu le temps de tester les modèles qui ont été annoncés juste avant, qu'il y a déjà des nouveaux modèles qui arrivent, etc. Donc bon, je sais pas pourquoi ils multiplient le nombre de water cooling, sachant qu'ils ont déjà des très bonnes gammes. Ils ont du haut de gamme, du milieu de gamme, de l'entrée de gamme. Et à chaque fois, c'est bien positionné. Ça fonctionne bien, les perfs sont bonnes et le rapport perf-prix est bon. Donc je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, on a les i maintenant qui sont arrivés. Donc on verra bien. Et puis il y a eu aussi des alims. Et donc voilà. Alors ça concernait MSI. La petite info supplémentaire concernant MSI, ils ont sorti certains produits en édition limitée, avec un petit peu comme avait fait Asus, vous savez, avec les projets Gundam, etc., les éditions spéciales Gundam et tout. Là, c'est une édition spéciale Monster Hunter. Alors je trouve que le design est plutôt réussi. Moi, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, Monster Hunter. Donc je peux pas vous dire si c'est fidèle au jeu, mais en tout cas, concernant le design, je trouve qu'il est plutôt réussi. Pour les fans du jeu et pour ceux qui voudraient se faire un build à l'image justement du jeu, ça vous permettra de le faire. Alors c'est des éditions limitées, donc c'est comme d'habitude, c'est un peu difficile de se les procurer. Mais voilà, c'est toujours cool de voir que MSI essaie de faire des éditions un petit peu spéciales pour les joueurs du jeu. Et vous voyez qu'on a même un PC portable à l'effigie du jeu. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous mettrai l'article si vous voulez voir les images en plus grand. Ensuite, concernant Razer, alors Razer, ils ont annoncé tout un tas de produits, regardez, des PC portables, des trucs comme ça, des docks, des machins, des sièges, des lumières. Moi, tout ça, j'ai pas trouvé ça du tout intéressant, à part éventuellement le premier produit, c'est celui-là. Alors là, vous vous dites quoi? C'est un siège, Guillaume? Alors non, moi je ne vous parle pas du siège, je vous parle du dossier qui est installé dessus. Alors ils appellent ça le Razer Sensa HD Haptics. À chaque fois, ils nous trouvent des super noms. Globalement, c'est une sorte de petit tapis que vous mettez sur votre siège. Ça se connecte au PC et ça vous permet d'avoir des retours haptiques, donc c'est-à-dire des vibrations, un petit peu comme quand vous avez votre manette qui va trembler dans un jeu, quand vous êtes en train de jouer à faire un jeu de course, que ça tremble quand vous roulez dans l'herbe, etc. Bah là, le concept, c'est exactement le même, sauf que vous allez le ressentir au niveau de vos cuisses, du bas du dos, du haut du dos, etc. Alors, ça peut être un produit qui peut être ultra stylé, ou ça peut être un produit qui est complètement inutile. Le souci, c'est que tant que je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si c'est intéressant. Dites-moi si vous voulez que je le commande,
que je le teste et que je vous en fasse un retour. Alors je vous ferai sûrement pas une vidéo YouTube, ce sera plutôt un TikTok ou un Reels si ça vous intéresse. Mais pourquoi pas tester ça et vous donner mon avis là-dessus. Je reste quand même un peu sceptique. Moi j'ai peur que je l'essaye et que je me dise ok, j'ai des vibrations au niveau des, au niveau des cuisses. Ça change pas grand chose à mon gameplay. Donc à tester, ça se trouve ça peut être bien. Ça se trouve je vais vous dire ouais, c'est incroyable, je jouerai plus sans. Ou ça se trouve je vais vous dire totalement inutile, j'ai gaspillé de l'argent. Mais bon, au moins si je le teste et que je vous dis que c'est pas intéressant, ça vous évitera vous de l'acheter et de vous faire avoir de la même manière. Donc voilà, si vous voulez un test, que je vous dise si c'est génial ou si c'est pas intéressant, mettez-moi un petit commentaire. Alors on enchaîne avec Thermaltake. Alors Thermaltake, ils ont sorti pas mal de systèmes de refroidissement. Je vais vous parler de pas mal de ventirad et de water cooling à la fin, mais là je voulais faire un focus là-dessus. On a donc un water cooling, c'est les Tough Liquid. Donc là ça existe en 240, donc 2 fois 120 mm, en 280, donc 2 fois 140 mm, on a du 360, donc 3 fois 120, et du 420, c'est 3 fois 140 mm. Et c'est le EX Pro à RGB. Alors moi j'ai déjà testé la version non pro, d'ailleurs si vous avez regardé un petit peu la vidéo que je vous ai sortie sur la chaîne principale avec les meilleurs water cooling, qui s'est très très bien débrouillé avec un très bon rapport performance-prix. Là on est sur la version pro avec des ventilateurs qui certes ne sont pas RGB, vous l'avez sur le waterblock principal, mais pas sur les ventilateurs, mais on est sur des ventilateurs qui, sur le papier, en tout cas au niveau des specs, ont une pression statique assez intéressante, 3,19 mm H2O, un niveau de bruit assez intéressant. En gros, globalement, c'est des ventilateurs qui performent bien et qui font pas trop de bruit. Donc, selon la logique, on devrait avoir des performances encore meilleures. Donc c'est un water cooling qui peut être intéressant. Je vais regarder un petit peu après avoir tourné la vidéo, voir s'il est déjà dispo ou s'il faut attendre un petit peu pour le commander. Mais sachez qu'il va être testé dans tous les cas pour être comparé aux autres water cooling. Et d'ailleurs pour ceux qui ont regardé la vidéo du top meilleur water cooling, sachez que je vous prépare un fichier auquel vous pourrez tous accéder et où il y aura la liste de tous les water cooling testés dans la vidéo et de tous les ventirad, mais je rajouterai au fur et à mesure tous ceux qui seront testés au fur et à mesure des mois. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine vidéo top ventirad ou top water cooling pour voir si les nouveaux water cooling qui sont sortis, s'ils sont intéressants. Voilà. Alors sinon, chez Thermaltake, des annonces assez intéressantes pour les boîtiers. Vous avez 3 boîtiers, là c'est une édition spéciale, c'est Hydrangea Blue, alors je sais pas comment ça se prononce, mais globalement en fait ça c'est les hortensias, vous savez c'est une plante avec des fleurs qui peuvent être bleues ou violettes, et donc là c'est la version bleue, et ils ont fait des PC sur ce thème là, donc en fait c'est un thème de couleur bleue qui peut être intéressant. Moi je trouve que le rendu est pas mal. On a les 3 nouveaux boîtiers là qui ont été annoncés, dont je vais vous parler juste après. Vous avez les water cooling aussi, vous avez les ventilateurs. Ça c'est cool. Ça c'est des ventilateurs où vous pouvez les mettre dans l'autre sens aussi. Vous avez les pales dans l'autre sens qui sont vendus en même temps. Vous avez le siège, le tapis de souris, les alimentations, les barrettes de RAM. Bon, c'est plutôt cool, hein. Il y a une collection complète en édition spéciale. Alors il faut aimer le bleu. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'ils fassent des éditions des éditions limitées un peu spéciales pour ceux qui veulent un boîtier qui sera pas comme celui que tout le monde a dans son setup. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors d'ailleurs, pour revenir sur les boîtiers, donc nous avons le premier, c'est un boîtier micro ATX en forme de tour. Alors moi, j'avais déjà testé le Tower 100 à l'époque, qui était en mini TX. Là, le Tower 300, c'est plus grand. Alors regardez comment c'est. En gros, vous avez la carte mère en micro ATX qui se place à ce niveau-là, et la connectique, vous savez, tout ce qui est port USB, etc. de la carte mère, c'est sur le haut du boîtier. Donc ça veut dire que là, vous avez un petit passage où vous faites passer vos câbles USB, vos câbles de casque, vos câbles de souris, etc. Le câble aussi HDMI ou DisplayPort pour brancher sur la carte graphique. Tout ça, ça arrive, ça se connecte sur le haut du boîtier. Vous avez la carte graphique qui est du coup à la verticale. La RAM qui est tout en bas. Enfin bref, c'est une disposition qui est très spéciale, et en termes de flux d'air, vous avez de l'air qui rentre par le bas
et ensuite qui vient ressortir sur le côté, là, à droite, où vous avez un emplacement water cooling. Là, ils ont mis un water cooling avec 2 ventilateurs. Donc je trouve ça assez intéressant. Là, ils ont mis un water cooling avec écran de chez Thermaltake et vous avez aussi un petit écran sur le bas du boîtier. Le boîtier est full mesh. Ça veut dire que là, votre carte graphique qui souffle de l'air, elle récupère l'air sur la partie gauche du boîtier. Donc en termes de flux d'air, normalement, ça devrait être bon. Et je trouve que c'est un boîtier qui va être super intéressant pour ceux qui veulent un build ultra compact, qui prend pas de place. C'est plutôt cool. Alors si vous achetez ça, vérifiez quand même la taille maximale de la carte graphique, mais moi quand j'avais pris un Tower 100, je pouvais déjà mettre des cartes gigantesques. Donc normalement, c'est prévu pour mettre même des grosses cartes. Vous voyez qu'on a l'édition spéciale là en bleu dont je vous ai parlé. Ça, c'est le petit kit avec l'écran qui vient se connecter en USB sur la carte mère et qui vous permet d'avoir l'écran sur le bas à ce niveau-là. Parce que vous pouvez l'avoir avec ou sans l'écran. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ça, c'est une autre disposition pour le PC, si vous voulez le mettre plutôt à l'horizontale, que du coup, ce soit plus une tour. Enfin, ça reste une tour PC, mais vous avez compris. Il est plus en format tour, il est à 90 degrés. Et voilà, c'est un format qui peut être aussi assez intéressant. Donc c'est cool. Moi, ce petit boîtier me plaît bien et j'aimerais bien commander ce boîtier pour, vous savez, les configs que je vous propose sur certains budgets et vous faire un build là-dedans et essayer de le faire gagner sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut être intéressant, donc c'est en réflexion. Faut juste pas que j'oublie, mais j'aimerais bien faire ça. En tout cas, le boîtier me plaît bien et j'ai bien envie de monter un PC à l'intérieur. À côté de ça, on a un autre boîtier, alors qui lui est très spécifique. Regardez, moi, ce que j'ai repéré dès le début, c'est que alors là, c'est exactement pareil que le tower, c'est que vous avez toute la connectique qui est sur le haut. Vous voyez à ce niveau-là, la connectique de la carte mère est en haut. Les RAM sont en bas. Et là, vous avez la carte graphique, mais qui est légèrement déportée et que vous allez connecter avec donc une app pour le PCI Express. Et là, vous avez donc des ventilateurs qui font rentrer l'air sur le bas, et vous en avez qui font extraire l'air sur les côtés et sur le dessus. Donc c'est très spécial parce que regardez, comptez le nombre de ventilateurs, il y en a 11. Donc c'est très élevé comme nombre de ventilateurs dans un boîtier. Surtout que là, on est sur un grand boîtier, mais on n'est pas sur un boîtier gigantesque non plus. C'est un grand format, mais c'est plutôt cool. Donc là-dedans, il y a de la ventilation. Il y a beaucoup d'emplacements. Si vous voulez faire du water cooling, des choses comme ça peut être, on peut y réfléchir. Pourquoi pas. Mais voilà, donc moi j'aime bien, c'est un design assez atypique. Pareil, vous avez plusieurs couleurs, hein, c'est exactement comme le Tower 100 là, que je vous ai montré qui existe en plein de couleurs. Là c'est pareil, donc voilà, c'est plutôt cool. Et vous pouvez mettre la carte graphique de pas mal de façons différentes, vous voyez. Donc voilà, c'est cool, c'est plutôt cool, moi je valide. Et là vous avez un exemple avec un water cooling custom intégré dans le PC. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On a un troisième boîtier aussi qui a été annoncé. Là, on va dire, c'est un moyen tour. C'est à mi-chemin entre le premier et le deuxième là que je vous ai montré. Pareil, il existe en plusieurs coloris. Vous avez un bon flux d'air à travers. C'est une version full mesh. Vous avez pareil le petit écran qui est proposé. Vous pouvez le prendre avec ou sans l'écran. Là, on n'a pas l'écran. Et là, on l'a, donc à vous de choisir. Et plusieurs coloris, du bleu et blanc, vous voyez, du tout blanc, du tout noir. Voilà, c'est plutôt cool. Pour ceux qui veulent se faire un PC qui prend pas trop de place, c'est bien. Sur la façade, il me semble de mémoire on peut mettre jusqu'à 2 fois 140 mm ou 360. Hein. Laissez-moi vérifier. Radiateur jusqu'à 360 mm à l'avant, voilà, ou 2 fois 140. Donc voilà, c'est plutôt cool. Clairement, moi je suis super content de ces 3 annonces de boîtiers de la part de Thermaltake. Et celui-ci aussi, ça fait partie des boîtiers que j'aimerais bien essayer. Alors dites-moi si vous avez une préférence. Est-ce que vous préférez que je vous teste en priorité celui-ci, que je vous fasse un PC dedans, ou plutôt le Tower 300 ? Dites-moi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a un des deux dans lequel je vais rapidement faire un PC parce que j'ai envie de le tester et de vous en donner mon avis en vidéo. À côté de ça, on a Inwin qui nous sort quelque chose. Alors ça, je vous le montre. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui seront concernées par un build comme ça. C'est des mini-tours pour des petites configs. Et c'est, alors pas forcément petite, hein, parce qu'on peut mettre des cartes graphiques dedans, mais c'est modulaire. C'est ça qui est très spécial. C'est iBuild, iShare, donc cette gamme de boîtiers qu'ils ont fait. Et là, il y a 2 boîtiers qui ont été annoncés. Donc vous avez le mini-mode 2 et le mini-mode 3. Donc le mini-mode 3 est un peu plus grand. Vous voyez que là, vous placez votre carte mère ici. Après, vous avez pas mal d'emplacements. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre un module d'expansion
Regardez, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là, quand vous avez le module d'expansion, ça vous donne un petit peu plus d'espace, de place, etc. Là, vous avez juste un des éléments. Là, vous avez le module supplémentaire. Donc, si vous voulez un tout petit build, c'est pas mal. Si vous voulez un peu plus de place, vous pourrez prendre le module d'expansion pour rajouter des éléments dedans. C'est plutôt cool et je trouve que le design est plutôt réussi. C'est très sobre pour quelqu'un qui veut se faire un petit PC à mettre à côté de la télé pour jouer à des jeux en mettant un SteamOS. Ça peut être super intéressant. À côté de ça, on a le POC One. Alors ça, c'est très spécial. C'est un build en mini TX où vous allez assembler tous les panneaux. Donc ça, très spécial, mais bon, le design, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une autre manière de monter son PC. Et je trouve ça pas mal aussi. Attention, là-dedans, c'est alimentation SFX. Hein, donc c'est les petites alimentations. Ensuite, on a un boîtier de chez Inwin. Et regardez, prise en charge des cartes mères avec connecteur caché. Donc c'est ce dont je vous parlais juste avant quand on parlait des cartes mères de chez MSI et des connecteurs cachés à l'arrière de la carte mère. Et ben vous voyez qu'on a déjà un boîtier qui est compatible. Donc ça donne du choix. Alors le design est assez spécial. On va dire que moi je suis plus fan quand on a le bloc alimentation, etc., qui est en bas du boîtier, là, il est en haut. Et vous avez un emplacement 360 pour votre water. C'est très spécial comme design. Moi, je préfère les designs où le bloc de l'alimentation est tout en bas sur le boîtier. Bon, après, le design est quand même réussi pour celui-ci, donc pourquoi pas. Et ce qui est cool, regardez que je vous le montre, voilà. Quand il n'a aucun composant, vous avez tous les éléments à ce niveau-là pour faire passer vos câbles et pour connecter le CPU fan, la connectique façade, l'USB 3, l'USB type C, les USB, la connectique audio là, de la façade, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Déjà un boîtier compatible et vous inquiétez pas, il va y en avoir beaucoup d'autres. Et je pense que d'ici 1 an, on aura énormément de choix de boîtiers quand on voudra faire des configs avec la connectique cachée à l'arrière. Ensuite, on a Deepcool. Alors Deepcool, eux, ils font des boîtiers qui sont silencieux, bien conçus, pas chers. En général, les ventilateurs fonctionnent bien aussi dedans. En gros, c'est des boîtiers qui n'ont pas vraiment de défaut. Moi, j'ai déjà fait 2 builds dans des boîtiers Deepcool récents, hein, je précise. Et j'ai pas du tout été déçu. Moi, j'étais même très content de la qualité de fabrication des boîtiers, etc. Donc là, on a un nouveau boîtier. C'est un très très gros, très très gros boîtier. C'est le CH780 qui existe donc en version blanche. Et en version noire, avec les 3 ventilateurs qui sont fournis, vous avez des emplacements en bas et en haut pour vos différents water cooling, etc. L'emplacement pour la carte mère, vous voyez que vous avez beaucoup de place au-dessus et en dessous. C'est un boîtier qui éventuellement permettra de faire du water cooling custom facilement, je pense. Ça peut être une très très bonne alternative à un Lianli O11XL. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de faire des water cooling custom dans les Lianli O11XL. Je pense qu'un boîtier comme celui-ci peut être intéressant et à mon avis en termes de prix, on va s'y retrouver face à un modèle de chez Lianli. Vous voyez 179 et 189. Donc si vous voulez le Lianli XL, hein, qui attention est plus cher, vous êtes au-dessus de ce prix-là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bravo à Deepcool qui a sorti ce boîtier. Et je le trouve plutôt réussi. Je réfléchis aussi à le commander celui-là. Sachez qu'il est déjà dans mon panier Amazon parce qu'il est dispo sur Amazon le boîtier. Sinon Deepcool, ils ont aussi, on a le CH360 dont on avait déjà parlé hein, sur la chaîne YouTube, mais ça y est, il est déjà disponible sur le marché asiatique. Vous avez la possibilité d'avoir un petit écran aussi à ce niveau-là qui vous donne des températures. C'est quelque chose qu'ils ont intégré aussi sur leur ventirad et sur leur water cooling. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'ils vont essayer d'intégrer un petit peu partout avec des infos comme ça. C'est plutôt cool et je trouve que le prix reste quand même très correct pour des boîtiers ou même les systèmes de ventirad qu'ils ont créés avec ces petits écrans intégrés. Souvent, alors je crois que les ventirad, il me semble que c'est une dizaine d'euros de plus si vous voulez l'écran intégré. Et c'est plutôt cool parce que les marques là qui nous sortent des produits avec écran, je pense notamment au water cooling, on voit des versions sans écran à je sais pas 150 euros et puis la version avec écran c'est 250 ou 300 euros. Limite comme si un écran ça allait coûter 100 ou 150 euros à fabriquer, alors que c'est pas du tout le cas. Et pour le coup, Deepcool, quand ils sortent leur ventirad avec version avec ou sans écran, il y a qu'une dizaine d'euros de différence. Et je trouve pas ça, je trouve ça beaucoup plus correct de leur part. Et j'ai moins l'impression de me faire arnaquer en achetant un produit avec un écran. Alors à côté de ça, on a aussi Cooler Master.
Ça y est, ils ont lancé un produit, c'est le Cooler Master N Core 100 Max. Alors ça, c'est un produit, petite anecdote, que j'avais vu il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était il y a presque un an que j'avais vu ça. J'étais passé, alors Cooler Master m'avait proposé de passer dans leur bureau pour me montrer tout un tas de produits. Donc ce sont des prototypes, hein, des produits qui ne sont pas encore lancés, sur lesquels ils sont en train de travailler. Hein. Les finitions ne sont pas parfaites, voilà, mais ils disent on réfléchit à faire un truc comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ils font ça, ils invitent des presses, des youtubeurs, voilà, pour qu'on donne notre avis. Et eux, ça leur permet de faire des retours à leurs équipes qui travaillent sur les produits à la conception. Donc ce produit, je l'avais vu. Je l'avais vu. Alors bien sûr, je ne peux pas vous en parler. Hein. Quand on nous montre ces choses-là, on ne nous fait pas signer des décharges ou des documents de confidentialité, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous en parler. Hein. C'est des choses confidentielles. Hein. Donc on garde le secret. Mais c'est un produit que j'avais vu à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que la qualité déjà de fabrication à l'époque était très très bonne. On était sur une plaque complètement, enfin tout en métal, en aluminium. Clairement, ça faisait PC solide, quoi, ça faisait pas PC en plastique comme on peut voir parfois sur les petits PC. La conception était vraiment pas mal. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait mettre une très grosse carte graphique dedans. Globalement, une petite config en mini ITX avec une alimentation à water cooling en 120 et vous avez toute une partie, regardez à ce niveau-là, où vous pouvez mettre la carte graphique en utilisant un riser. Et clairement, pour ceux qui veulent se faire un petit PC qui prend pas de place, c'est à peu près la taille au sol d'une Xbox Series X, c'est juste que c'est plus haut. Mais en vrai, c'est un produit qui peut être intéressant pour ceux qui veulent un PC qui est à la fois élégant, qui sort de l'ordinaire, qui est compact. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien ce produit. Alors le mini ITX, j'ai quand même un peu du mal parce que moi, j'ai des grandes mains à chaque fois quand je dois mettre les câbles dans des petits PC comme ça. Ça me rend fou à chaque fois. Mais ça reste un produit très intéressant. À côté de ça, on a Gamediaz qui a sorti le Talos E3 Mesh Elite. Alors ça, c'est un boîtier qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez Deepcool. Dis donc, il se serait pas un petit peu inspiré de Deepcool, là, Gamediaz. Pour info, les boîtiers de cette marque-là, j'ai déjà eu des retours négatifs sur ces boîtiers-là. Le métal qui se plie super facilement, voilà. Donc, bon, j'ai pas une très très bonne image de ce boîtier-là, enfin de cette marque-là. Mais là, le boîtier a l'air plutôt bon, plutôt bien conçu. Le flux d'air a l'air OK. Et l'avantage de cette marque, c'est que même si la qualité est quand même moins bonne que ce qu'on retrouve chez d'autres marques, le prix est aussi très bas. Donc pour les petits budgets, ça peut être intéressant. Gardez bien en tête que moi, de ce que j'ai eu comme retour, c'est que c'était des boîtiers assez fragiles. Donc faites attention, notamment dans le transport, etc., à ce que ça ne s'abîme pas. Ensuite, nous avons donc une version blanche du HAV 700 et du HAV 700 Evo. Ça, c'est un boîtier de Cooler Master que je vous recommande pas trop. Je l'ai eu, j'avais fait un build dedans. Le souci que j'avais eu, c'est qu'il fournissait un riser avec un système pour mettre la carte graphique à la verticale. Moi, j'avais le riser de chez Cooler Master, le bloc pour fixer la carte graphique à la verticale, il est pourri, le métal est pas assez épais, du coup la carte graphique elle tombe. Moi, on venait à peine de finir le water cooling que la carte elle avait déjà descendu de quelques millimètres. Et c'était ma grosse déception. Pareil, c'est un boîtier qui coûte très cher. Vous avez toute une partie du contour qui est en plastique. Quand je l'ai fait expédier, on avait monté le PC chez Pax au Portugal. Après, je l'avais fait livrer chez moi. Il est revenu, il y avait plein de bouts de plastique qui étaient cassés à droite à gauche. Donc, déception pour moi, parce qu'un boîtier haut de gamme, pour moi, il doit y avoir certaines parties, c'est obligé qu'elles soient en métal pour que ce soit solide quand on met un prix comme ça. Donc là, on parle quand même de 499 euros. C'est pas donné. Et à côté de ça, moi, j'avais aussi des bugs sur l'écran façade qui, je sais pas, une fois sur deux, le logiciel, il voulait pas me le faire fonctionner. Donc bon, après ça, c'est peut-être un problème logiciel, donc c'est différent. Mais voilà, moi, j'avais été un peu déçu par ce boîtier-là. C'est cool qu'ils en fassent une version blanche, mais je pense qu'il faudrait qu'ils en fassent une nouvelle version évoluée où on aurait moins de pièces en plastique, où on aurait un vrai système pour mettre la carte graphique à la verticale sans qu'elle tombe dans le temps. Et après, bon, des petits soucis. Bon, ça c'est secondaire, mais par exemple l'écran, c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser parce que le logiciel il bug, quoi. Voilà mon avis sur ce boîtier-là. Sinon, on a FSP. Alors FSP, vous les connaissez peut-être pour leurs alimentations, ils font des très bonnes alims. Mais là, on a un boîtier de chez FSP avec un design assez atypique. Regardez, avec du mesh en façade.
des petits hexagones pour faire passer l'air, 4 ventilateurs fournis, une version blanche, une version noire. C'est un boîtier assez grand, hein. Vous voyez qu'on a de la place à l'intérieur. C'est plutôt cool, moi ça me plaît bien. J'ai pas trouvé encore les prix pour ces boîtiers-là, mais c'est plutôt cool. J'espère que ce sera disponible sur le marché européen. Sinon, on a aussi Cooler Master qui nous annonce le Masterbox 600. Ah bah d'ailleurs, regardez, petite anecdote. Vous voyez la carte graphique là? Ils ont dû mettre leur système de fixation à la verticale. La carte graphique, elle se casse déjà la gueule. On voit déjà qu'à droite, elle est déjà quelques millimètres plus bas que à gauche. Donc à mon avis, ils n'ont pas changé leur système de fixation verticale pour les cartes graphiques. Donc on a le Masterbox 600. C'est une évolution de certains boîtiers qu'on avait déjà, les Cooler Master et Masterbox. Ça, c'est des valeurs sûres, hein, c'est du mesh, c'est bien conçu, ça coûte pas cher, donc en général, pour faire des configs, on peut les intégrer assez facilement, même avec des budgets un peu restreints. Donc c'est plutôt cool. Le design a quand même été pas mal retravaillé, surtout sur la façade Airflow. Ça, je trouve ça plutôt cool. On a 3 ventilateurs là qu'on peut mettre en façade, vous voyez. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous laisserai aller voir l'article si vous voulez un petit peu plus de détails. Toujours dans la catégorie boîtier, on a une édition limitée du boîtier Height. Alors moi, ces designs-là, un petit peu manga japonais, moi, c'est pas du tout mon délire. Je suis pas du tout fan de ça. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment ça, donc je voulais quand même vous intégrer l'article pour que vous puissiez voir. On a 3 versions en édition limitée du Height 60, Y60. Alors pour info, Height, ils ont sorti le Y70 Touch, qui est donc, c'est ce boîtier-là, mais avec, vous voyez, cette partie, toute cette partie que vous voyez à ce niveau-là. Il y a un écran, je crois, de 14 pouces tactile qui est intégré. Et ça, c'est vraiment stylé. J'en ai commandé 3. J'attends parce que la livraison, elle est retardée. Je devrais déjà les avoir reçus et là, je risque de les avoir qu'en mars. Donc j'espère que je vais quand même les recevoir. Mais moi, j'aimerais bien les recevoir rapidement parce que vous êtes pas mal à m'envoyer des messages sur Insta à me demander de le tester. Bah, c'est prévu, mais il faudrait juste que je les reçoive. Donc si Alternate peut se dépêcher un petit peu avec ma commande, ça me ferait plaisir. J'ai quand même dépensé 1 200 € pour ces 3 boîtiers. Donc j'espère que je vais les recevoir quand même assez rapidement. Sachant que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait un des 3 boîtiers, ça fasse un PC pour un abonné. Il y a aussi un des 3 boîtiers qui va servir pour faire un PC pour quelqu'un, que vous verrez en vidéo, justement. Donc voilà, ça me bloque un peu sur mes projets, j'espère les recevoir rapidement. Bon là, ils ont fait donc ces éditions limitées, vous voyez. Donc là, en rose, là, en bleu et là, en violet. Moi, je suis pas du tout fan de ces designs-là et je trouve que, à la limite, des gravures sur les vitres, pourquoi pas, mais ça cache complètement le design intérieur du PC et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Bon, le Y60, il est très bien aussi comme boîtier, mais vu qu'il y a le 70 Touch maintenant avec l'écran, bah moi, j'aime autant faire des builds avec le Y60 Touch, hein. Alors ensuite, niveau périphérique, écran, blablabla, tout ça, les claviers, souris, casque, on a donc Corsair qui a sorti le K55 Core. Celui-là, je vous l'ai mis dans le top 10 des meilleurs claviers pour 2024. Je trouve que c'est une bonne petite découverte. Le K55, on connaît, hein, il y a eu pas mal de versions différentes qui ont existé. Là, celui-ci, il sort à 49,90. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Amazon. Ce qui est bien, c'est que c'est un clavier assez complet. Il résiste aux éclaboussures. Vous avez les petites touches de fonctionnalité. Vous avez du RGB, un design qui est très réussi, assez minimaliste aussi le design. Le défaut qu'on peut lui donner, c'est qu'il n'est pas mécanique. Alors le confort de frappe est quand même là. On sent, hein, quand on l'utilise, qu'on n'est pas sur un clavier mécanique, qu'on n'a pas des switches lubrifiés, blablabla, voilà. Mais n'oublions pas qu'on est sur un clavier à 50 €. Il y a des claviers mécaniques à 50 €, mais ils n'ont pas cette qualité de fabrication. Voilà pourquoi moi je voulais intégrer dans le top des meilleurs claviers. Il reste intéressant et je pense que pour les petits budgets, ceux qui se disent, moi je veux un design réussi, avec des touches fonctionnalités, des choses comme ça, tout un tas de trucs, et c'est pas grave s'il n'est pas mécanique, tant que la frappe est agréable, bah, ça peut être une bonne solution pour les petits budgets, hein. 50 €, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui peuvent pas se permettre de mettre plus dans leur clavier. Et du coup, là, vous avez un produit qui est quand même intéressant et qui est costaud, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Sinon, on a le clavier Endgame Gear, le KB65HE avec des switches à effet Hall. Alors, qu'est-ce que c'est que les switches à effet Hall? C'est des switches où vous allez pouvoir choisir à quel moment ils s'activent. Ça veut dire que vous appuyez sur votre touche, et votre touche, je sais pas, par exemple, elle va s'activer à
4 mm. Je vous donne un exemple, avec un clavier, je sais pas, par exemple, comme celui-ci. Ça va s'activer à 4 mm. L'avantage d'un clavier comme celui-ci, avec ses switches, c'est que vous allez pouvoir définir, je veux que tu t'actives à 0,4 mm. Avant, tu t'actives pas, et après, non, mais voilà, tu peux lui dire à quel moment tu veux qu'il s'active. Et l'avantage de celui-ci, je vous donne la donnée exacte, je crois que c'est entre 0,1 et 4 mm qu'on peut l'activer. Laissez-moi regarder ça. Ouais, entre 0,1 et 4 mm. Donc c'est la grosse fonctionnalité. C'est une fonctionnalité dont je vous avais déjà parlé avec le clavier, le Wooting 60HE. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le SteelSeries Apex Pro. Bon, c'est quelque chose qui est assez recherché par les joueurs compétitifs. Je vous rappelle toujours quelque chose que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent. Le Wooting H60HE, c'est le meilleur clavier parce qu'il a la plus faible latence, parce qu'il a justement cette activation ultra rapide des touches, blablabla. Oui, c'est bien comme fonctionnalité, mais c'est bien pour les joueurs compétitifs qui ont un haut niveau. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns en vous disant ça, mais sachez que 90% des gens qui regardent cette vidéo actuellement, vous n'avez pas un niveau suffisamment bon aux jeux vidéo pour qu'il y ait un réel intérêt de payer plus cher des claviers qui ont ces fonctionnalités-là. Parce que n'oubliez pas qu'un SteelSeries Apex Pro, c'est 250 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 250 €, sachant que vous avez un ratio de 0,8 sur Call of Duty? Je ne pense pas. Donc voilà, ça c'est des claviers qui en soi sont intéressants selon moi, mais pas pour tout le monde. Et moi, la recommandation que je vous donne, c'est de ne pas gaspiller votre argent dans des claviers très chers qui ont des fonctionnalités comme ça, sachant que c'est des fonctionnalités qui ne vont pas forcément changer grand-chose au résultat final de vos games de Valorant, Call of, Counter-Strike, Apex, etc. Voilà pour mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a parmi vous qui ont un Wooting 60HE, dites-moi si vous avez vu un changement dans vos performances en jeu une fois que vous avez eu ce clavier-là. Et puis voilà, ça peut être intéressant d'avoir vos avis. Parce que moi, vous avez mon avis, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui donneront leur avis sur cette techno de Switch qui peut être intéressante, selon moi, mais pas pour tout le monde. On enchaîne d'ailleurs avec le Apex Pro Mini en édition spéciale White et Gold. Donc vous avez une plaque dorée en dessous des Switch et vous avez une plaque à l'arrière aussi, regardez, SteelSeries. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Regardez, numéro 1 sur 250. Donc c'est une édition ultra limitée. Autant vous dire que vous allez avoir beaucoup de mal à vous le procurer si vous le voulez. Mais voilà, mais globalement, on reste sur le Apex Pro Mini. Alors il y a des petits changements. Attendez, je crois, le système d'activation, je crois qu'ils ont fait exactement comme le Wooting et ce clavier-là là, de chez Endgame Gear. Voilà, maintenant, c'est désormais entre 0,1 mm et 4 mm qu'on peut activer. Ça donne 40 niveaux de réglage contre 37 auparavant. Bon voilà, ils ont amélioré un petit peu le clavier, mais globalement ça reste la même chose avec un design un petit peu spécifique et une édition très limitée du clavier en version 60%. Toujours dans les périphériques, on a cette souris de chez Gravastar. Alors Gravastar, moi c'est une marque que je connais parce qu'ils font des enceintes avec des designs magnifiques. Ça ressemble à des robots Transformers, voilà, sur 3 pattes. Il y a même des versions qui ont des armes montées sur les épaules, etc. C'est cool. Et en plus, c'est des produits qui coûtent quand même un certain prix. Mais en fait, c'est des produits qui sont à la fois... Enfin, moi, c'est des enceintes de très bonne qualité qui font également office de produits intéressants pour de la déco dans son setup. Donc, c'est des produits assez complets. Moi, je les attendais pas sur des produits souris. Je vous avoue que le design de cette souris, j'en suis pas super fan. Alors, c'est une souris ultra légère, solide, résistante, mais moi, j'ai pas été très fan de ce design. Mais... le truc, c'est que vous étiez pas mal dans mes messages privés ou même sur Twitter à me mentionner en me disant « Oh, regarde la souris, elle est trop bien ». Donc je me suis dit « Bon, je vais quand même vous l'intégrer dans cette vidéo top produit annoncé ». Parce que je me suis dit « Ça peut quand même en intéresser certains d'entre vous ». Sachez en tout cas que moi, mon avis, c'est que le design, je le trouve pas foufou, quoi. Je suis pas super fan du design. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, juste en bas. Ensuite, alors au niveau des écrans, pas mal d'annonces, mais on va passer très rapidement dessus. On a un moniteur de chez Cooler Master en 27 pouces, c'est du 165 Hz, avec une technologie mini LED. Bon, c'est pas mal, le souci avec les écrans Cooler Master, c'est que souvent ils sont intéressants, mais ils sont pas à un prix intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va passer très rapidement dessus. Même si l'écran est bon, je pense pas qu'il sera placé
à un prix correct sur le marché et du coup il y aura forcément d'autres choix d'écran qui seront plus intéressants. Mais je voulais quand même vous prévenir qu'il y avait cet écran qui sortait. À côté de ça, on a donc toute la gamme d'écrans MSI dont je vous ai déjà parlé un petit peu en début de vidéo. Je vous mettrai quand même le lien de cet article-là qui parle des versions. Alors là, c'est les versions en 16 neuvième, 27 et 32 pouces, en Quad HD et en 4K. Si vous voulez un petit peu plus de détails ou voir quelques photos. On a aussi la version Quantum Dot OLED. Regardez, c'est celle-ci, en 21 neuvième qui est intéressante, et vous avez toutes les specs, donc je vous mets le lien de l'article aussi dans la description pour ceux qui veulent plus de détails. Chez Samsung, on a aussi pas mal de modèles qui ont été annoncés, le G9, le G6, le G8. Globalement, donc le G6, c'est du 27 pouces Quad HD 360 Hz. Le G8, donc celui-ci, c'est du 32 pouces 4K 240 Hz. Et le modèle tout en haut, le G9, c'est du 49 pouces, c'est du Dual Wide Quad HD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième Quad HD. Donc 5120 pixels de large par 1440 pixels de haut. Donc voilà, des très très beaux écrans en version OLED. Donc très premium, et je vous préviens, ça va coûter très très cher ces écrans-là. Donc voilà, mais c'est plutôt cool de voir que ces écrans ont été annoncés. À côté de ça, on a un écran de chez Asus, ProArt. Donc ProArt, c'est la gamme pro pour les designers, pour ceux qui font de la retouche photo, de la colorimétrie sur des vidéos, par exemple, etc. Faut surtout pas acheter ça si vous faites que du gaming, hein. Ça, c'est pas du tout un écran gamer, mais c'est un écran dont le but est de restituer les couleurs avec le plus de fidélité possible. Ils sont en 4K, ils existent en 32 pouces. Vous avez toutes les specs sur l'article. Vous voyez qu'en temps de réponse, c'est pas incroyable, hein, 5 millisecondes. On paye un écran comme ça, qui coûte quand même assez cher, parce qu'on veut la fidélité d'image. Donc là-dessus, on est sur une technologie mini LED avec une dalle IPS. Ensuite, je passe aussi très rapidement sur les systèmes de refroidissement. Je vais essayer de tous les commander pour les tester et les rajouter à la liste des Ventirad et water cooling testés. On a donc le Thermaltake Astria, donc un Ventirad double radiateur, double ventilateur. On a le Zalman. Alors ça, je vais pas vous dire le nom parce qu'ils ont abusé sur le nom. Là, la CNPS 14X, c'est abusé. Mais voilà, vous avez ce Zalman là, pareil, double radiateur et double ventilateur, hein, compatible AMD Intel. Sinon, on a Corsair aussi qui nous a sorti un petit Ventirad, pas de RGB. Je suis un petit peu étonné de la part de Corsair, hein. D'habitude, ils nous gâtent en RGB, là on n'en a pas. Donc bon, mais c'est un gros Ventirad à tester. Parce qu'ils en avaient sorti il y a 2-3 ans. Ils en avaient sorti un qui était gigantesque et qui au final était pas vraiment performant. Donc j'aimerais bien tester ça pour voir si ça s'est amélioré. Sinon, on a aussi un Ventirad de chez Cooler Master. Le V8 3D VC, voilà. Je trouve que le design est plutôt réussi. Donc pourquoi pas aussi le tester. Niveau Ventirad, on en a un de chez Deepcool, le AK620 Zero Dark Zoria. Donc là, c'est une version spéciale en jaune et noir, qui est pas mal, hein. C'est plutôt réussi, je trouve, comme design. Dans un PC en jaune, ça peut être intéressant de l'intégrer. Ensuite, on a le Water Cooling IO de chez Height, le Thick Q60, avec un écran de 5 pouces. Hein. Attention, là, c'est grand écran. Ça aussi, c'est pas mal. Ça peut être intéressant d'intégrer ça dans un build avec le Y70 Touch. Donc voilà, moi je trouve que le design est très réussi. On a aussi le Cooler Master G11 avec double pompe dedans. Donc là, un water cooling IO. Le design, bon, c'est pas foufou, mais si les performances sont là, je pense que c'est un water qui est surtout là pour offrir des grosses performances. Vous voyez, on n'a pas de RGB au niveau des ventilos, mais ils ont l'air d'avoir mis des ventilateurs haute performance. Ça peut être intéressant de le tester. Et enfin, nous avons le Deepcool, le LS520 et le LS720 Zero Dark. Là aussi, bon, Deepcool, vous savez qu'ils sont super bien placés au niveau des water cooling, au niveau du rapport perf-prix. Et là, on retrouve quelque chose d'assez intéressant, 89 € et 105 € pour ceux qui veulent un design full black. Ça peut être vraiment super bien dans une config tout en noir. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les news, de toutes les annonces. Alors la vidéo est longue, attendez, on a combien de temps d'enregistrement? 1 heure d'enregistrement. Désolé, j'ai essayé de faire vite, mais c'était compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces. C'est le CES, c'est une fois dans l'année, et c'est comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a des produits qui vous ont particulièrement plu? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à répondre à toutes les questions que je vous ai posées pendant la vidéo. Il y a eu beaucoup de questions. Donc voilà, j'attends vos avis et vos réponses dans les commentaires juste en bas. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. Comme d'habitude, vous savez quoi faire si ça vous a plu. Le petit pouce bleu pour me soutenir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait avec la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!